j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Le 12 mars 2020, le président français Emmanuel Macron prenait la parole pour la première fois annonçant la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités jusqu'au lundi suivant. Le 14 mars, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui annonce la fermeture des lieux dits non essentiels. Finalement, c'est le 16 mars que le président s'adresse à nouveau aux Français. Cette fois, un mot d'ordre, restez chez vous. Face à cette pandémie, les grandes mégapoles du monde entier se figent dans le silence. Un an après, nous en sommes au 3e confinement. En France, les commerces ont pu rouvrir par période, tandis que les musées et lieux culturels restent fermés. Je m'appelle Mathilde Beauducel, je suis étudiante en lettres et arts et la suspension de la culture a eu des répercussions directes sur mon quotidien. Je me suis donc questionnée sur ce que deviennent les artistes plongés dans l'ombre en plein cœur de la crise depuis maintenant 1 an. Pour le savoir, je pars à la rencontre de 5 d'entre eux, Francis et Shunnan, Eric, Sandrine et Théo. Avant de prolonger mes rencontres ailleurs, je commence par la personne la plus proche de moi, c'est-à-dire mon père Eric Beauducel, qui est réalisateur de documentaires depuis 30 ans et qui est directement impacté par la crise sanitaire. Je profite du fait qu'il soit en montage de son dernier film sur le rôle des animaux dans la guerre pour l'interroger. Pour un réalisateur, la particularité, c'est que la pandémie a bloqué les tournages à l'étranger. Donc en gros, ça veut dire se replier sur tout ce qu'on peut faire en France. Mais la plupart du temps, les projets sont pas possibles. On peut pas les faire autrement que tels qu'ils étaient prévus. C'est-à-dire, si c'est à l'étranger, ça doit être à l'étranger. Et donc, ça fait que beaucoup de projets ont été annulés. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que du coup, beaucoup de gens se sont repliés ou de réalisateurs se sont repliés sur les films d'archives parce que c'était le seul moyen de continuer à travailler puisque les archives ne nécessitent pas de tournage. Le montage, on peut le faire même en période de pandémie, mais pour ça, il faut avoir déjà fait un tournage. Donc, il faut que tu aies la matière pour faire démarrer un montage. Donc, moi, ça a été le cas pour un projet, mais j'ai plein de projets qui ont été annulés parce qu'ils étaient tournés à l'étranger. Donc les choses qui ont continué sont ce qui peut se tourner en France ou les films d'archives. Ça, c'est la première chose. Après, la difficulté, c'est de faire redémarrer un projet quand on l'a arrêté longtemps, de convaincre les chaînes de patienter. Alors au début, elles étaient patientes, mais au bout d'un moment, quand ça fait 1 an qu'un projet est signé avec une chaîne, ça devient compliqué de convaincre la chaîne il faut patienter encore parce que tu peux pas l'avancer. Le fait que les musées s'arrêtent, que les cinémas s'arrêtent, ça permet peut-être de montrer aux gens la place que l'art occupe dans la vie quotidienne. Parce que tant que tu peux en profiter, tu t'en rends pas forcément compte. Et quand on te retire tout ce que tu avais dans ta vie qui était culturelle, d'un seul coup, tu prends conscience que c'était énorme et que finalement, c'est important. Après, le risque, c'est que finalement, les gens s'habituent au manque de culture. S'habituent à faire tout chez eux, s'habituent à visiter les musées sur leur ordinateur, s'habituent à regarder les films chez eux et à plus aller au cinéma, et que une fois que la pandémie s'arrête, que ça continue comme ça, parce que ça, c'est la mort. C'est la mort des musées, c'est la mort des cinémas, c'est la mort de tout ça, quoi. Donc l'art, en général, de toute façon, c'est un partage. C'est quelque chose que tu veux... ça peut être une souffrance, ça peut être un bonheur, ça peut être plein de choses, mais c'est quelque chose que tu veux partager avec les autres. Et donc ça, c'est un truc, c'est en gros garder des émotions qui sont pas juste les émotions de ton quotidien, c'est d'autres émotions, quoi. Le fait de rentrer dans un musée, c'est aussi aller à la rencontre de quelque chose qui peut t'émouvoir, alors que c'est quelqu'un qui l'a peut-être peint il y a 300 ans, 400 ans, et ça provoque encore quelque chose sur toi. La musique, c'est pareil. Donc je pense que pour moi, c'est l'émotion, c'est garder l'esprit ouvert sur l'extérieur. Et ça, franchement, quand tu le retires, tu te retires quelque chose pour moi, d'essentiel, quoi. Je quitte maintenant mon père pour me rendre dans un chalet entouré d'objets insolites en banlieue parisienne, où vivent Francis Marshall et Shunnan Park, un couple d'artistes. Shunnan est une artiste coréenne qui arrive en France en 1976. Elle entre aux Beaux-Arts du Havre où elle rencontre Francis.
Lui est sous le vent de l'art brut. Il a partagé sa vie entre l'enseignement aux Beaux-Arts du Havre et ses expositions parisiennes. Francis et Shunan ont chacun suivi des routes séparées pour finalement collaborer depuis plus de 30 ans dans leurs ateliers qui se font face. Je crois que les problèmes de création restent toujours les mêmes. C'est toujours quelque chose de difficile. Il y a toujours quelque chose d'exigeant. Et le fait d'être coupé un petit peu avec des distractions extérieures, c'est pas plus mauvais, je pense. Ça peut m'être plutôt même positif, je crois. Donc je vois pas ce que ça peut vraiment changer. La solitude, ça peut vraiment être un moteur, au contraire. Ça peut déclencher des choses. D'un seul coup, il va y avoir des besoins de s'exprimer. C'est un petit peu, enfin ça se compare pas, mais c'est comme l'état de vieillesse aussi. Longtemps, on a pensé que la vieillesse, c'était quelque chose de décadent, quelque chose qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de force, il n'y a plus beaucoup de rien. Et on a beaucoup dans l'art brut en particulier, il y a des gens qui sont assez âgés, qui font des choses extrêmement intéressantes. Ils les font plus même dans l'urgence parce qu'ils savent que les jours sont comptés. Non, de toute façon, même sans pandémie, des gens qui vivent que avec leur création, leur peinture ou leur dessin, ça c'est dérisoire. Tout le monde a un boulot, c'est impossible. Même si on en vend un aujourd'hui, pendant 3 mois, vous ne vendrez rien. Donc si vous comptez pour vivre, c'est impossible. Et si l'on ajoute aux propos de Shunan le contexte de la pandémie, on comprend la précarité dans laquelle se trouvent certains artistes aujourd'hui. Ma prochaine rencontre est Sandrine Foller, une sculptrice et professeure d'art plastique. Elle aussi est mise en difficulté par la crise et témoigne de sa colère. Elle habite Toulouse, c'est donc par Zoom que l'entretien va se dérouler. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement nous a montré et démontré à quel point, en fait, les artistes n'étaient pas essentiels. Que le jeu n'était pas essentiel. C'est ça qui nous a été démontré et d'une manière extrêmement brutale et violente. Fermer les musées alors qu'on peut aller s'agglutiner dans les supermarchés, personnellement, à un moment donné, moi, j'ai perdu le sens. Qu'est-ce que ça raconte de notre société ? Alors, comment imaginer un avenir dans le milieu artistique ? Le milieu artistique, de toute façon, est fragilisé depuis plusieurs années, depuis quelques décennies. La plupart, sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire autour de 400 € mensuels. Comment fait-on pour vivre avec 400 €? Comment fait-on pour vivre, mais comment fait-on aussi pour continuer à avoir la foi pour créer ? C'est une réalité que nous avions avant le Covid, mais qui a été amplifiée par le Covid, parce que ça a montré d'une manière magistrale à quel point la plupart des artistes plasticiens sont dans une très grande fragilité et une très grande précarité. Si un artiste plasticien ou une artiste plasticienne n'a pas émergé avant ses 30 ans, on peut dire que c'est plutôt mort. Alors il y a une espèce de petit voile pudique qui fait qu'on ne le dit pas. Parce que si on le disait, il y aurait peut-être plus grand monde dans les écoles des beaux-arts, mais la réalité, elle est celle-ci. Pour tous ces artistes qui sont de ma génération et même au-delà, on est encore moins essentiel. C'est-à-dire que là, la question qui se pose, c'est quelle place avons-nous, nous artistes qui avons un certain âge, voire un âge certain. J'ai un peu l'impression, en tant qu'artiste femme, en fait, de me battre, ou plutôt, je dirais même, de me débattre dans un système qui est extrêmement dur, violent, inégalitaire. Et le Covid, de mon point de vue, n'a fait que révéler l'ampleur du désastre. Est-ce que vous pensez qu'Internet est un bon outil pour votre métier ? Alors, c'est intéressant la question d'Internet, d'abord parce que c'est intéressant, parce que cette question se pose depuis plusieurs années. C'est devenu, en fait, les réseaux sociaux sont devenus, en fait, comment dirais-je, une part de communication
fondamentale dans, comment dirais-je, dans les métiers artistiques. Donc c'est une vitrine qui est indispensable. Mais je me sens en fait perdue dans cette espèce de brouhaha où toutes les images se télescopent et en fait nous devenons juste des images. Je parle nous, les artistes, mais nos œuvres deviennent des images de consommation. Pour moi, Internet est devenu un lieu de consommation, le grand supermarché en fait de l'image dite artistique. Et pour continuer sur la question d'Internet, comment est-ce qu'on fait un cours d'art en visioconférence ? Alors moi, en tant que professeur d'art plastique, j'enseigne à Super-Héros et donc on est en visioconférence. Comment enseigner le dessin, la peinture ou la sculpture ou la gravure en visio, alors qu'en fait on est sur un rapport réel, concret à la matière. On est sur du charnel, on tente d'incarner, on tente de mettre en forme et d'incarner un objet. Donc franchement, comment on fait ça en visio ? Alors moi, ça fait quelques mois que j'essaie, tant faire se peut, avec mes élèves. Voilà, j'ai des groupes en visioconférence. Je vais être très honnête, rien ne vaut le réel. mais franchement, rien ne vaut l'expérience vécue ensemble. Vraiment, c'est ça qui importe. D'ailleurs, on voit bien l'impact que cela a sur les gens, artistes ou pas. En fait, on n'en peut plus d'être en visio. Ceux qui travaillent en visio 8 heures par jour, ils sont exsangues. Psychologiquement, ils sont désénergétisés. Les psys n'ont jamais aussi bien marché. Et la prise d'antidépresseurs, alors là, il y a des laboratoires qui se font des choux gras. Hein. Eux s'en sortent très très bien. Je suis convaincue que les gens n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir de revenir à du réel, du charnel, de l'incarné, de la relation, quoi, des trucs vivants. Si la pandémie remet en question le métier d'artiste confirmé, qu'en est-il pour des artistes qui, eux, débutent tout juste et se retrouvent soudainement ralentis par le Covid ? Je vous emmène dans un studio de mixage retrouver le cadet de ce documentaire. Théo, un jeune DJ, compositeur et producteur de 19 ans qui, après s'être formé à Londres, a fait de la musique son métier depuis maintenant 1 an et demi. Dans le domaine du spectacle, ça va marquer un tournant, ça c'est sûr, on le voit déjà dans certains concerts en Europe où on fait des concerts tests avec des masques, etc. Et même en France, on nous a demandé de faire des événements, des soirées assis en étant masqués. Donc en fait, c'est plus... on vit plus cet art de la même manière, en tout cas dans le spectacle. Donc oui, je pense fortement que ça a marqué un tournant dans la musique en tout cas. La musique, c'est un synonyme de liberté pour beaucoup de monde. C'est un peu contradictoire, quoi. Faut demander aux gens de venir profiter, de venir se divertir, et en même temps on leur demande de se brider. Donc c'est un peu paradoxal. Et est-ce que tu penses que la pandémie aura des répercussions sur la musique, sur la manière dont on fait de la musique ? En studio, beaucoup d'artistes, dont moi, on va se tourner vers un autre format de la musique, c'est-à-dire vers des formats moins longs, parce qu'on a tendance à faire des morceaux de 5, 6, parfois 7 minutes qui sont censés être joués par des DJ pour qu'ils aient le temps de faire des transitions, etc. Mais là, on va se tourner vers des formats moins longs comme 4 minutes, 5 minutes. Et moi, ça me dérange un peu parce que on fait pas uniquement ça parce qu'on a envie de le faire, on fait aussi ça par intérêt parce que c'est ce qui se vend le mieux. Et comme bien sûr il y a la question des revenus financiers, surtout avec la pandémie, du coup on va avoir tendance à vouloir faire de la musique qui vend plus. En tout cas, ça arrive, on se pose ce genre de questions. Et les formats plus courts, par exemple sur les plateformes de streaming, comme les musiques de 2 minutes, 30 ou 3 minutes, c'est ce qui marche le mieux.
artistes qui se vendent le mieux. Et moi je trouve ça dommage le fait que il y ait des sortes de barrières, quoi. Parce que cette formalisation de la musique sur internet, elle empêche la création de l'innovation, la création de nouvelles choses. Ma motivation personnelle de faire de la musique, c'est aussi de la représenter, de la jouer et voilà, d'avoir un échange avec un public, de rencontrer du monde et du coup on se demande si ça va arriver un jour, quoi. Si ça va revenir un jour. Après avoir eu le ressenti direct des artistes, il me semblait important de prendre un peu de recul en allant chercher des informations dans un autre secteur. C'est pourquoi je pars retrouver Noé Marchal et Anne-Claire Simon, deux jeunes galeristes parisiens qui vont nous parler de ce que la pandémie a provoqué sur le marché de l'art. Les gros changements, c'est qu'en tant que galerie, nous on peut plus accueillir du public pour l'instant. Parce qu'on peut plus faire de vernissage, plus avoir des personnes réunies dans un même lieu, ça c'est interdit. Du coup, comme les musées étaient fermés, c'est vrai que quand les galeries ont pu ouvrir pendant 1 ou 2 mois, on a récupéré quand même pas mal de personnes en tant que galerie. C'est-à-dire que toutes les personnes qui connaissaient pas forcément les galeries, qui faisaient que les musées, ils étaient très contents d'avoir les galeries ouvertes, qui étaient du coup gratuites au public. Après, comme on a beaucoup accentué les outils en ligne, je pense qu'on a aussi atteint des clients qu'on n'aurait peut-être pas eu en fonctionnant un peu comme je dirais normalement, c'est-à-dire vernissage physique avec une réception à la galerie physiquement. Comme on a beaucoup envoyé de mails, de newsletters, de viewing room, de machin, venez voir sur internet, je pense que ça s'est beaucoup plus diffusé sur internet qu'en temps normal. Donc je pense qu'on a touché des clients qui ne seraient jamais allés voir ce genre de choses. Ouais, peut-être aussi une clientèle plus internationale, ouais. De gens qui ont que ça à faire, hein. Globalement ils sont chez eux, le seul outil qui leur reste finalement c'est internet. Ça c'est commun à tout le monde du coup en ce moment. Et se développe cet aspect de pas voir les œuvres physiquement, voir des mises en situation, des détails, et du coup une autre manière d'acheter. Mais finalement c'est comme on avait déjà fait avec des choses plus communes, que ce soit de la déco ou même des objets de première nécessité. Donc en fait c'est une évolution peut-être vers une forme plus facilitée d'achat, peut-être. Mais c'est pas, je pense que ça dépend des montants aussi, mais je pense que du coup, une manière aussi de penser une évolution, ce serait de dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec plus d'ouverture sur les réseaux sociaux, sur une nouvelle génération potentielle de collectionneurs qui utiliseraient ces canaux-là plus qu'effectivement de se déplacer. Je pense que ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus désuet. Hein. La fondation, on a vraiment vu un public qui ne serait jamais venu avant. C'est notamment les jeunes, donc qui ont entre 15 et 22 ans, pousser la porte d'une galerie. C'est vrai que c'était même moi, hein, quand je me rappelle quand j'étais jeune, pousser la porte d'une galerie, c'est que c'est impressionnant, c'est froid, on se dit est-ce qu'il faut payer, on n'est pas trop au courant. Et du coup, ces jeunes-là, comme ils avaient pas d'autre chose à faire que traîner dehors, je schématise, hein, mais c'est vrai qu'on était très contents de voir du public beaucoup plus jeune qui découvre une galerie, qui découvre que c'est gratuit, qu'il y a un communiqué de presse, qu'il y a quelqu'un pour vous expliquer l'exposition, et que voilà, parce que dépenser 14 € dans les musées aujourd'hui, pour un jeune, il y a des aides certes, mais c'est quand même, ça peut être un premier frein. Et les galeries, c'est gratuit, il y a un accueil, on peut leur expliquer des choses, que ce soit un acheteur ou pas, on est ravis de toucher un public un peu plus large. Donc ça, je pense que c'est super. Je pense que personne n'a vocation à remplacer vraiment réciproquement. Les musées, c'est très bien que ça existe, les galeries, c'est très bien que ça existe, et il y a un travail complémentaire qui se fait. Mais c'est vrai que de voir les œuvres physiquement, même si le public a accès aujourd'hui à l'art en ligne sur internet, ça remplacera jamais de voir une œuvre en vrai. Que ce soit une œuvre d'art contemporain, ou la Joconde, ou voir un Gustave Courbet à Orsay, ou voir un tableau de Monet, on a besoin de le voir en vrai. Et ça, je pense qu'on a beau utiliser tous les outils sur internet, développer des viewing rooms avec en HD, 4K, 5K. Aujourd'hui, les gens ont besoin de voir l'art en vrai. Et rêver sur le téléphone, on a tous un téléphone, on a tous Instagram, on a tous TikTok, mais ça ne remplace pas d'aller voir une œuvre d'art en vrai. Donc je pense que c'est important de trouver des solutions pour faire déplacer les gens, et je pense que la pandémie, ça a aussi un côté bénéfique, c'est qu'on a les acteurs culturels ont aussi trouvé d'autres moyens, voilà, comment faire avec ça et comment quand même toucher un public plus large avec la situation actuelle. Il ne faut pas perdre que l'art,
ça se vend. L'artiste ne fait pas des œuvres d'art par plaisir. Enfin, si, c'est un plaisir, mais depuis Cranach, De Vinci, voilà, c'était sur commande. Il y avait des commanditaires qui commandaient leurs œuvres, donc il y avait de l'argent. Donc il y a toujours de l'argent. L'artiste crée des œuvres, mais l'artiste, c'est un métier d'être artiste. C'est pas que le dimanche dans son garage où on va faire ça 2 heures. Non, c'est un truc de passion, c'est un truc de travail. Et les artistes, voilà, il faut aussi un peu reconnaître le métier d'artiste, c'est que c'est un vrai métier. Est-ce qu'on peut dire que l'art est en crise depuis la pandémie ou pas ? Une crise, oui, mais déjà, de toute façon, c'est toujours les mêmes choses. C'est que les gens qui étaient privilégiés initialement, qui avaient le moyen d'accéder à ce genre de marché, ont connu la crise sensiblement moins fort que les autres. Donc, ils ont plutôt, je pense, réfléchi à comment faire évoluer plutôt que comment survivre. Et ça, c'est valable, pareil, je pense, pour le coup, à tous les niveaux du marché de l'art. Les gens ont envie de voir des belles choses aussi. Et autant dans les musées, dans les galeries que chez eux. C'est qu'au final, on est resté quand même cloîtré un certain temps chez nous. On a pu voir tout ce qu'il n'y avait pas. Il y en a, ils ont fait changer leur cuisine. Et il y en a qui ont dit, moi j'ai envie d'avoir des nouvelles œuvres, j'ai envie d'avoir des nouveaux murs. Et il y a beaucoup de gens qui ont acheté pour changer en fait ce qu'ils trouvaient chez eux. Enfin, parce que j'en ai marre de voir mon mur blanc ou ma vieille croûte que j'ai héritée de ma grand-mère. J'ai envie d'avoir un truc à moi. Et j'ai eu le temps de regarder sur internet, de voir des choses, d'éventuellement aller dans une galerie, de connaître un peu de nouveaux artistes. Et j'ai envie aussi d'avoir des belles choses chez moi. Et quand ils en avaient la possibilité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir ces choses-là chez eux. En écoutant les acteurs de la culture, on comprend qu'avec la pandémie, l'art se développe sur Internet plus que jamais. Mais comme le fait entendre Sandrine, sur les réseaux, tout se vaut. Pour un acte concret, faudrait-il en venir à faire payer l'accès à l'art sur Internet ? Faut-il que la culture s'adapte à Internet ou qu'Internet s'adapte à la culture ? Depuis le début de la pandémie, sa mise à l'écart a montré qu'on sous-estime sa place, à la fois dans le marché financier, mais également son importance dans le tissu social. Aujourd'hui, on ne connaît pas les métiers de demain. On ne peut prédire la place qu'aura la culture dans ce fameux monde d'après. Mi-mai, Roselyne Bachelot a annoncé une probable réouverture des musées et lieux culturels. Le gouvernement va-t-il tenir sa promesse ? Alors qu'une centaine de théâtres en France sont occupés, que des appels à exposer, à afficher ses œuvres dans la rue sont lancés sur les réseaux, il serait peut-être temps d'entendre la voix des artistes. Cette même voix qui refuse d'être appelée non essentielle, qui refuse d'être mise sur le banc de touche pendant près d'1 an. Chacun est acteur individuel des productions collectives. La culture est affaire de tous, à nous de la déconfiner. Je tiens à remercier les personnes qui se sont prêtées au jeu. Merci à Eric, Francis, Shunnan, Sandrine, Théo, Noé et Anne-Claire, sans qui ce podcast n'aurait pu exister. La musique est de Théos, disponible sur toutes les plateformes de streaming.